Au tournant du XIXe siècle, Saint-Domingue, colonie française la plus riche du Nouveau Monde, est dirigée par Toussaint Louverture, un ancien esclave devenu gouverneur général. En 1801, il publie une constitution autonome qui déplaît fortement à Napoléon Bonaparte. Celui-ci décide alors de reprendre le contrôle de l'île. En février 1802, une gigantesque expédition est lancée. À sa tête, le général Leclerc, beau-frère de Napoléon. Il dirige plus de 35 000 soldats venus de toute l'Europe, français, espagnols, polonais, allemands. Leur objectif, renverser l'ouverture. Toussaint, fin stratège, évite l'affrontement direct. Il ordonne la politique de la terre brûlée. Henri-Christophe incendie la ville du Cap-Français pour ralentir l'ennemi. Jean-Jacques Dessalines mène des attaques éclairs. Mais face à la puissance militaire française, l'armée indigène recule. Au début des années 1800, la France de Napoléon possédait encore un vaste territoire en Amérique, la Louisiane, une immense région allant du Mississippi jusqu'aux montagnes rocheuses. Mais pour Napoléon, cette terre n'avait de valeur que si Saint-Domingue, la colonie sucrière, restait sous contrôle. Car c'est Saint-Domingue qui devait nourrir et soutenir économiquement la Louisiane. L'objectif de Napoléon était clair, reconquérir Saint-Domingue, restaurer l'ordre colonial et relancer la traite. Ensuite, installer durablement la puissance française dans les Amériques à travers la Louisiane. Il prévoit même d'envoyer des milliers de colons et soldats de renfort depuis la Louisiane pour stabiliser la région après la victoire. Mais cette victoire n'arriva jamais. Saint-Domingue, 1802. Après des mois d'une guerre acharnée contre l'une des plus grandes armées d'Europe, Toussaint Louverture, chef incontesté de la colonie, accepte la paix. La pression militaire est forte, l'épuisement est général, et l'ennemi semble avoir conquis les villes. Alors, dans un geste de stratégie ou d'espoir, Toussaint accepte de déposer les armes, croyant à la promesse d'une paix durable. Mais cette trêve n'était qu'un piège. Peu de temps après, lors d'une entrevue soi-disant diplomatique avec le général Brunet, Toussaint est arrêté par traîtrise. Capturé comme un criminel, il est embarqué de force sur un navire vers la France. Là, dans les glaces du Jura, enfermé dans une cellule humide du fort de Joux, l'ancien esclave devenu gouverneur dépérit lentement, abandonné par ceux qui l'avaient redouté. En croyant faire plier Toussaint, Napoléon a déclenché une guerre qu'il ne pouvait gagner. L'arrestation de l'ouverture n'a pas brisé la résistance, elle l'a enflammée. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, dit Toussaint. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Sur l'île, un autre ennemi, silencieux et implacable, s'abat sur les troupes françaises, la fièvre jaune. Inconnue de ces soldats venus d'Europe, cette maladie tropicale les frappe de plein fouet. Les bivouacs deviennent des cimetières. Les hôpitaux débordent de mourants. En quelques semaines, des milliers d'hommes tombent, sans même avoir vu le champ de bataille. Leclerc, beau-frère de Napoléon et commandant de l'expédition, commence à perdre le contrôle. Épuisé, rongé par le climat, la maladie et l'échec, il tente de gouverner par la peur, mais ses forces déclinent. Il voit la trahison partout, soupçonne même les officiers noirs restés dans l'armée. Sous l'effet de la peur, il ordonne des arrestations massives, des exécutions. Mais rien n'y fait. L'île résiste. Elle rejette l'occupation. La fièvre ne fait pas de distinction. Elle frappe généraux et soldats. Et bientôt, elle frappe Leclerc lui-même. Son corps s'affaiblit, sa peau brûle, ses forces l'abandonnent. En novembre 1802, Charles Leclerc meurt à Saint-Domingue. Son immense armée est décimée. La colonie qu'il était venu soumettre est en feu, et l'esprit de révolte y est plus vivant que jamais. Et pendant que le cercueil de Leclerc quitte discrètement les Antilles pour rejoindre la France, Dessalines et les généraux noirs jurent de poursuivre le combat, jusqu'à la libération totale de leur peuple. Le 18 novembre 1803, dans les montagnes embrumées du nord d'Haïti, un tonnerre de tambours, de cris de guerre et de feu résonne dans la vallée. La dernière grande bataille pour la liberté est sur le point de commencer, son nom, Vertières.
D'un côté, l'armée française, affaiblie mais encore arrogante, menée par le général Rochambeau. De l'autre, les soldats indigènes, enfants de la terre, anciens esclaves devenus guerriers. À leur tête, Jean-Jacques Dessalines, farouche, inflexible, et Capois-la-Mort, le lion noir, prêt à tout pour briser ses chaînes. Sous une pluie battante de balles et de canons, Capois charge, sabre levé, monté sur son cheval. Un boulet le renverse, tue sa monture. Mais il se relève, trempé, hurlant en avant. Le sol tremble, les tambours battent plus fort. Les Haïtiens avancent, inarrêtables. Les lignes françaises s'effondrent. Rochambeau bat en retraite. À Vertières, le sang a coulé, mais la liberté a triomphé. En 1803, Napoléon abandonne ses ambitions américaines et vend toute la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars. Ainsi, l'échec français à Saint-Domingue devient la cause directe de la vente de la Louisiane. Une victoire haïtienne, non seulement pour la liberté, mais aussi un bouleversement géopolitique qui doubla la taille des États-Unis.